Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est parfait, j'ai une belle introduction. Je vais donc prendre, où mon collègue vient de terminer, je vais essayer de vous parler de la filiation de l'homme. Nous sommes des mammifères. Au sein des mammifères, on s'est mis dans les primates, forcément, les premiers, hein, c'est nous qui l'avons fait. Et pas n'importe où. On s'est mis chez les cathariniens, c'est-à-dire chez les singes de l'Ancien Monde. Chez ces singes de l'Ancien Monde, on s'est mis pas dans n'importe quel groupe, celui des hominoïdes, ça fait plus sérieux, avec les gibbons, dont autant, c'est bien connu, quand on est un peu moins jeune, on devient sérieux. Les gorilles, je vous rappelle que ceux-là, on les appelle les silverbacks parce qu'on reconnaît chez ces gorilles qui sont dits d'eau d'argent en français, qu'ils sont sexuellement actifs. Les jeunes sont toujours plus mignons. Ceux-là, vous les connaissez, ce sont les bonobos. J'en parle pas, ils sont tellement célèbres. Chimpanzés communs. Voilà des bonobos dans leur milieu. Voilà une maman et son bébé. Et nous voilà. Tout ça, ça fait les hominoïdes. Si vous voulez bien, pour tout ce qui suit, ceux-là, je les appellerai hominidés. Je suis très minoritaire. Mes collègues ont l'habitude d'appeler cela, c'est-à-dire nous, les hominini, au niveau de la tribu. Bon, c'est un problème de convention. Alors je dis hominidés, mais soyons clairs, les hominidés sont, pour moi, clairement, comme pour les autres d'ailleurs, le groupe frère des panidés, c'est-à-dire les chimpanzés. Darwin, Wallace, bien connus, ils ont fait la même prédiction. Je ne parlerai donc que de celle de Darwin. 1871. En 1871, Darwin a écrit « Dans la nature actuelle, ceux qui sont les plus proches de nous sont les chimpanzés. Et sûrement qu'un jour, on trouvera en Afrique des ancêtres à ces chimpanzés et à nous. » C'est ce qu'on appelle couramment la prédiction de Darwin. 1871. Je rappellerai à titre indicatif que les premiers restes humains qui ont été trouvés en Belgique en 1825. C'était des Néandertaliens. On a ouvert un tiroir, on les a remis dans le tiroir et on n'en a parlé à personne. Darwin a publié L'origine des espèces en 1859. On a commencé à croire à l'homme fossile avec les découvertes en Prusse rhénane des premiers néandertaliens officiels, 1856, 3 ans avant la publication de L'origine des espèces. Ça n'a pas été facile, hein. Donc, vous ne serez pas étonné qu'il y ait encore quelques difficultés. Cette prédiction de Darwin, elle a été vérifiée par les biologistes moléculaires, Vincent Sarich, Alan Winson, University of California, Berkeley, dès 1967, où ils ont montré qu'entre les chimpanzés et nous, la différence au niveau génétique était très faible. Bon, je ne reviendrai pas sur
Ça a été évoqué, ce que sont les différences, moins de 2%. Mais enfin, regardez-les, regardez-moi, ça veut dire que 2%, c'est quand même important, quoi. C'est quelque chose qui, en 67, même en France, qu'on partage un ancêtre commun avec les chimpanzés, tout le monde n'était pas prêt à ça. C'est d'ailleurs pas complètement terminé. Du côté de la paléontologie, maintenant, je passerai beaucoup de détails, mais revenons-en à la prédiction de Darwin. Le premier australopithèque a été décrit en 1925. C'est l'enfant de Tang. Il avait 2,5 millions d'années. Il y a eu beaucoup d'incrédulité. Beaucoup. Il a fallu à peu près 25 ans pour qu'il soit reconnu comme tel. Bon, on venait de décrire pourtant, pour la première fois, quelque chose qui n'était pas un homme, qui était un préhumain, qui était un nouveau grade évolutif. Puis les découvertes se sont succédées. Lucie et ses frères et sœurs. Là, on était à 2,5 millions. Ici, on est à 3,2 millions. Tang est là en Afrique du Sud. Lucie est là en Afrique orientale. Et puis, dans les points importants, la semaine dernière, vous avez vu comme moi que dans Science, j'aurais pas dû mettre un fond noir, est arrivé Ardipithecus ramidus. Alors, cette jeune fille n'est pas une nouvelle venue. L'espèce a été décrite et publiée en 1994. Le nom de genre a été publié en 1995. Et là, l'ensemble à la fois du crâne, des dents et du squelette appendiculaire vient d'être décrit. On en reparlera en donc 2009. 4,4 millions. Enfin, en 2002, avec mon équipe, on a décrit une nouvelle forme, Sahelanthropus tchadensis, au Tchad. Mais alors, on connaissait ces australopithèques en Afrique du Sud. En Afrique orientale, les plus anciens étaient en Afrique orientale et on n'en connaissait nulle part ailleurs. D'où l'hypothèse East Side Story, formulée par notre collègue Yves Coppens. Hypothèse simple, les hominidés sont nés à l'est du rift, dans la savane, et à l'ouest du rift, eh bien, sont nés les singes, et d'ailleurs, ils y sont toujours. La situation actuelle est, en 24 ici, c'est-à-dire au milieu de l'Afrique, c'est un australopithèque, et en 25, c'est le plus ancien hominidé connu. Il y a donc quelques changements. Au Tchad, on travaille dans le désert. Vous avez Djamena, le lac Tchad, ici. C'est un joli désert de dunes. C'est un travail d'équipe, la mission paléoanthropologique franco-tchadienne. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de fossiles. Il y a plus de fossiles que ça, au moins 20 000. Alors ça, c'est important. En vert, ici, vous avez le bassin tchadien, 2,5 millions de kilomètres carrés. En bleu, ici, vous avez le lac Tchad actuel, 5 000 kilomètres carrés. Et en noir, ici, vous avez le dernier méga lac Tchad, 400 000 kilomètres carrés. Avec mon équipe, on a montré que depuis 7 millions d'années,
Le Sahara existe, mais est un désert intermittent. Intermittent en ce sens où périodiquement, vous avez humide, aride, et vous avez périodiquement des grands lacs Tchad. Naturellement, on récolte les fossiles au niveau des périodes humides. Vous voyez si c'est un beau désert. C'est très agréable pour nos géologues, c'est complètement plat. La tectonique est bien la seule chose qui soit calme au Tchad. Si, vraiment. Et pour les géologues, vous voyez, c'est très agréable, d'où l'expression « faire son trou ». Il y a juste un autre problème, et il est de taille. Les dents que nous cherchons, parce que les dents, c'est ce qui se conserve le mieux, des dents humaines, c'est globalement centimétrique. Leur règle, là, est recouvert de galets qui ont la même taille et souvent la même couleur. Comment faire? Alors, la réponse en désert a été une réponse de très haute technologie. On a acheté des balais, des tamis, on balaye, on tamise, et ça marche. Bon, il en reste encore beaucoup à balayer. Hein. Si vous êtes intéressé, je peux prendre des noms. Hein. Il y a beaucoup de fossiles, y compris, vous voyez, des squelettes complets. Je vous montre un squelette complet, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'au Tchad, un jour, on trouvera un squelette complet d'hominidés. Quand j'en sais forcément rien. Mais oui, c'est possible de trouver un squelette complet. On a déjà un squelette complet de cette bête qui est un Oryctérope. On a un hippopotame, on a un giraffidé. Un jour, on aura un hominidé. Cet animal est intéressant dans la mesure, regardez son nom, Libye. Alors, il y a Saurus. Bon, ils sont trompés en mettant Saurus. Sont des cousins des hippopotames, donc des mammifères amphibies. Et on a la même espèce. Imaginez, à 7 millions d'années, on a la même espèce dans le bassin du lac Tchad et à Sirte, dans la région de Sirte, au nord de la Libye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une continuité Libye-Tchad. Ça veut dire que ces deux régions appartiennent à la même province biogéographique. Cela veut dire qu'un préhumain comme Toumaï, je ne sais pas s'il a été faire un tour en Libye, mais il pouvait y aller. On trouve des fossiles qui sont liés au milieu aquatique, crocodiles, poissons, oiseaux, d'autres qui sont aussi liés au milieu aquatique, mais qui sont potamophiles, les hippopotames, les anthracotères, d'autres qui sont liés à la forêt, des petits singes colobinés, des gros sangliers. Ça, c'est un cousin lointain des éléphants qui vit dans la forêt. Et enfin, des animaux, antilopes, lièvres ou chevaux, ce sont des chevaux à 3 doigts, qui sont liés à la prairie herbeuse. Donc des paysages mosaïques. À l'heure actuelle, il me semble que le meilleur analogue qu'on puisse imaginer, c'est le delta de l'Okavango au Botswana. Vous avez là une transgression d'un fleuve, l'Okavango, sur un désert, le désert du Kalahari. Et je pense qu'à 7 millions d'années, c'est-à-dire dans un des tout premiers chapitres de notre histoire, on a vécu dans un paysage de ce type, dans un paysage mosaïque de ce type. Au Tchad, on a
une séquence avec fossiles de 3 millions d'années à 7 millions d'années. Alors vous me direz maintenant, mais comment reconnaissez-vous que vous avez affaire à un hominidé et pas à un panidé ou à un gorillidé? Alors, il y a une dent qui est très caractéristique, c'est la canine. Chez les singes, chez les grands singes, la canine est très dimorphique. Les mâles ont des canines très fortes, les femelles ont des canines plus faibles, mais dans les deux cas, la canine supérieure a à l'arrière une crête qui s'appelle une crête aiguisoire et qui vient s'aiguiser sur la première prémolaire inférieure, qui porte, elle, une facette aiguisoire. Chez nous, les deux canines, mâles ou femelles, sont féminisées. Elles sont petites, elles sont incisiformes et elles rentrent en opposition, complètement différente. Si vous voulez, c'est « montre-moi ta canine et je te dirai qui tu es ». Si vous voulez aller chercher des fossiles humains, si vous n'avez le droit qu'à un seul fossile, il faut demander une canine. C'est ce qui marche le mieux. Avec juste une canine, vous pouvez savoir si vous avez affaire à un singe ou à un hominidé. Voilà ce que je viens de dire, les facettes. Regardez. Hein? Ça, vous pouvez vérifier en regardant. C'est pas comme ça. Ou alors, si c'est comme ça, vous me le dites et on fera une photo. Et voilà, par exemple, la canine supérieure de Toumaï, usée à l'apex, et la canine inférieure, usée à l'apex aussi. Complètement différent de ça. Ochad en a trouvé un australopithèque. C'était la première découverte d'un australopithèque en dehors de l'Afrique du Sud et en dehors de l'Afrique orientale. Regardez cette belle canine qui s'use par la pointe et qui est complètement asymétrique et qui est à la hauteur des incisives. Bien différente de ça, hein? Complètement différente. Alors, celle-là est typiquement australopithèque. Ça a été daté à partir d'un cosmonucléide qui est le beryllium 10, et la datation, vous voyez, est 3,58, plus ou moins. On connaissait donc ces australopithèques en Afrique du Sud, en Afrique orientale. Maintenant, on les connaît en Afrique centrale. Où vivaient-ils? Dans des savanes arborées. Ces australopithèques sont bipèdes, comme vous ou moi, mais ils ont des membres supérieurs qui sont plus longs que les nôtres et qui leur permettent de grimper. Ils ont, par contre, le pouce à la main est opposable, mais le gros orteil n'est plus opposable. Ceci pour vous montrer que ces fossiles, même à 3,5 millions d'années, vous voyez, quand on fait des scanners, regardez sur cette canine, pour les médecins, il y a un joli pulpolite, là, on peut faire de la paléopathologie. Hein. C'est parfaitement bien observé. Parfaitement. Ce qui caractérise cet australopithèque tchadien, c'est que, vous voyez, l'avant de la mâchoire est complètement plat. En quelque sorte, c'est une face plate. Pas du tout une face en museau. Vous voyez au passage la belle canine. Hein. Peu différente de la vôtre, vous regarderez ce soir.
vous verrez. Sur la vôtre, vous n'avez pas cette crête linguale-là. Si vous trouvez ce soir cette crête linguale, vous m'appelez, on fera une photo, une publication. Mais vous ne trouverez pas. Voilà Lucie, que tout le monde connaît. Regardez comment Lucie, l'avant de la mâchoire, est très prognate, très prognate. Regardez à nouveau, complètement différent. À ce point de vue, et à ce point de vue seulement, Abel est plus humain que Lucie. Très prognate. Voilà les célèbres traces de pas de Laetoli, la maman qui se promène avec son petit enfant qu'elle tient par la main. Et sur ces traces, eh bien, on voit parfaitement que le gros orteil n'est pas opposable. Pour précéder vos questions, j'ai fait hier soir une planche sur Ardipithecus. Alors, j'ai rien réinventé. C'est dans le Science de la semaine dernière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été publié par le professeur Tim White de l'Université de Californie à Berkeley et ses collaborateurs, c'est-à-dire une équipe américaine, éthiopienne, japonaise, essentiellement. Il y a quelques Français dont je fais partie avec quelques-uns de mes collaborateurs. 4,4 millions. Aramis, c'est dans le Middle Awash, en Éthiopie. Le matériel est assez mal conservé. Il y a eu, voilà la reconstruction du crâne, mais vous voyez par exemple entre le massif facial et l'arrière-crâne, il n'y a pas de contact anatomique, sinon le seul contact anatomique, c'est là, au-dessus du bourrelet susorbitaire, ce qui est très faible au niveau de l'orientation à donner, quoi. Les dents sont fort bien représentées, il y a 32 individus. C'est clair, avec simplement les dents, si on compare à ce qui est connu au Tchad avec Toumaï, ça rentre dans le même degré évolutif. On a le même grade évolutif, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'est pas du genre Homo, qui n'est pas de l'Australopithèque, qui n'est pas du grand singe, mais qui est autre chose, qui est clairement autre chose. Alors, la nouveauté, c'est bien sûr ça. Dans leur description du squelette, ils décrivent un gros orteil opposable. Le voilà ici, le voilà là. Ceci fait que l'étude du pied montre, avec le crâne d'ailleurs, sur le crâne, le foramen occipital est déjà en position avancée. Un foramen occipital tel que cela indique une locomotion de type bipède. Mais contrairement à ce que je vous ai dit pour Australopithecus, là, il y a un gros orteil opposable. La structure du pied, il n'y a pas de voûte plantaire, c'est un pied plat. Les anglophones disent flat foot. Il marchait pied plat. Le bassin a été très reconstruit, mais vous voyez, est aussi
différent d'un bassin de type chimpanzé. Clairement différent. Alors, cet ensemble, on pourra en reparler si vous avez des questions, comme d'habitude, pose plus de questions que ça n'en résout. Mais à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile, on en a si peu, c'est toujours comme ça. Le Tchadien, 7 millions d'années, il a été daté, il a été daté à 7 millions, vous voyez. Alors, je sais bien, vous avez lu, comme moi, dans Science, que l'équipe qui a publié dans Science, quand elle parle du Tchadien, elle met 6 millions plus. Alors ça, ce sont les rapports que vous connaissez entre scientifiques. Ce sont souvent de grands enfants, surtout en paléoanthropologie, et forcément, chacun cherche à avoir le plus vieux. C'est comme à l'école primaire. C'est bon signe, on reste jeune. Alors, il se trouve que le plus vieux des ardipithèques est à 5 millions 8, donc en mettant 6 millions plus, la différence est plus faible. Mais je voudrais vous faire remarquer, c'est pour anticiper sur d'éventuelles questions, que nous avons publié ça chez les Américains. Ça a été publié au PNAS. Bon. Voilà une mâchoire inférieure, droite. Voilà une canine inférieure, petite, usée par la pointe, avec une ésure distale. Ça, c'est un bloc diagramme reconstruit à partir de scanners, et ça, sont des images en 3D. Ces dents sont très caractéristiques de la forme. Ce ne sont pas des dents d'Australopithèque, ce ne sont pas des dents du genre Homo, et ce ne sont pas des dents de chimpanzé. Par exemple, en ce qui concerne l'épaisseur de l'émail, chez nous, les hommes, nous avons une couche d'émail très épaisse, chez les Australopithèques aussi. Chez les grands singes, la couche d'émail est très fine. Eh bien là, la couche d'émail a une épaisseur intermédiaire entre celle des chimpanzés et celle des Australopithèques. Voilà une autre mâchoire. La voilà ici. Vous avez en bleu les images miroirs de ce qui existe. Je voudrais attirer votre attention sur la canine, là, sur ce scanner. Regardez, c'est une belle image d'évolution en mosaïque. La couronne est extrêmement dérivée, alors que cette dent a gardé sa racine d'origine. Ça, c'est apomorphe, et ça, c'est vraiment très plésiomorphe. Mais cette dent, même petite, avec une racine comme ça, elle n'est pas là pour faire simplement de la figuration. Le crâne était bien sûr déformé. Imaginez quand on a passé 7 millions d'années la tête dans du sédiment. Donc on l'a déconstruit, reconstruit, jusqu'à y compris l'oreille interne. Le principe est tout simple mais long, très long. On a refait depuis cela, mais ceci était fait sur un scanner de type scanner industriel, et on a refait cela maintenant en lumière synchrotron, où vous avez des images qui sont plus contrastées, et comme vous avez des images plus contrastées, il est plus facile de segmenter sur chaque image chaque petit morceau d'os.
Et on arrive à redonner la forme au crâne, la forme qu'il avait il y a 7 millions d'années. Voilà, ces images en 3D. Ceci, maintenant, c'est très pratique. Avant, c'était moins pratique, il fallait utiliser un stéréolithographe laser. Maintenant, on a des imprimantes 3D. Vous envoyez les données et vous tirez cela à l'échelle que vous voulez. Et c'est ensuite très pratique pour travailler. Toumaï était-il bipède? Alors forcément, la meilleure solution pour le savoir serait d'avoir un fémur. Ce n'est pas encore publié. Mais Ardipithecus ramidus, ils n'ont pas vraiment de fémur non plus. Mais il y a d'autres éléments. Alors, si vous regardez chez les sapiens actuels, l'angle qui est fait par le plan du foramen magnum est le plan orbitaire. Cet angle, si vous mesurez cet angle chez tous les sapiens actuels, vous avez un angle qui va de 90 à 105 degrés, c'est-à-dire qui est toujours supérieur à un angle droit. Si vous faites la même chose avec un gorille, un chimpanzé, vous avez toujours un angle qui est inférieur à 90 degrés et qui est compris entre 60 et 75 degrés. On sait que les australopithèques sont bipèdes. Alors regardons ce qui se passe chez les australopithèques. Voilà un australopithèque africanus, il est célèbre, c'est Mrs. Pless de la grotte de Sterkfontein en Afrique du Sud. Eh bien l'angle, il est proche de 90 degrés. Faisons la même chose chez Toumaï, proche de 90 degrés. Ce qui n'est pas une surprise, puisque le foramen magnum de Toumaï a déjà migré vers l'avant, c'est-à-dire qu'il y a eu une bascule de la région occipitale du crâne. Donc Toumaï est bien bipède. Alors, ce que je ne sais pas forcément, il est bipède, Ardipithecus aussi, mais je n'ai absolument aucune idée si Toumaï avait un gros orteil opposable ou pas. Ça, je n'en sais strictement rien. L'état actuel, ces 3 points rouges sont les 3 hominidés actuellement les plus anciens connus. Alors, le plus ancien, c'est le Tchadien, à 7 millions. Celui-là, c'est Ardipithecus calaba. Allez, on va le vieillir de 200 000 ans, 6 millions, autour de 6 millions. Celui-là, c'est le Kenyan aurorine, autour de 6 millions aussi. Donc, voilà les 3 qui sont connus, qu'on appelle les hominidés du Miocène supérieur. Ce que je crois, ce que je pense vraiment, c'est que ces hominidés du Miocène supérieur représentent un nouveau grade évolutif, le 3e connu dans la famille humaine, après le genre Homo, après le genre Australopithecus. Bon, ces résultats ont été publiés dans des revues de référence. Quand on a un crâne complet en paléontologie, c'est tellement rare que on a envie de faire une reconstruction et de lui donner un visage. C'est ce qu'on a fait. Je pense vraiment qu'on est assez près de la réalité. Par rapport à la suite de notre histoire, je crois que ces hominidés du Miocène supérieur, c'est le stock ancestral d'où sont sortis les australopithèques. C'est-à-dire, globalement, si vous voulez, Lucie et ses frères. Ce deuxième grade évolutif, c'est lui qui a donné naissance au genre Homo. Et ça s'est passé quelque part entre moins 2 et moins 3 millions d'années.
ce genre Homo, c'est lui qui a quitté l'Afrique le premier. Mais regardez, notre histoire a commencé il y a au moins 7 millions d'années, probablement 8. Et nous sommes restés africains, dans l'état actuel de nos connaissances, les premiers hominidés connus, les plus anciens, connus, hors d'Afrique, sont connus en Géorgie, au Caucase, et ils sont datés à 1,8 million. C'est-à-dire que nous sommes restés pendant 5 ou 6 millions d'années en Afrique. Nous avons quitté l'Afrique. Alors là, il y a des discussions. Est-ce que Rudolfensis et Habilis doivent être attribués au genre Homo? C'est discuté maintenant. Pour certains auteurs, ce sont des australopithèques. Bon, pas le temps de traiter ce débat ici. À partir de là, vous voyez que ce genre Homo, avec les Erectus, est parti en Asie. Vous avez entendu parler de l'homme de Flores. C'est sûrement un descendant de ces Erectus. Ce n'est pas quelqu'un de pathologique. Toute la population ne peut pas être pathologique. L'homme de Flores, c'est un nanisme insulaire typique, qui est d'ailleurs associé à une faune insulaire qui est elle-même marquée par le nanisme. Et d'ailleurs, je conseillerais vivement à des jeunes chercheurs français d'aller chercher dans les îles de la Méditerranée. Je connais des endroits sur certaines îles de la Méditerranée où on a la faune insulaire frappée par le nanisme, et Dieu sait qu'elle a été décrite il y a déjà bien longtemps. On a les artefacts, l'industrie lithique, il ne manque plus que l'artisan. Alors l'artisan, il a deux possibilités, ou il est très grand, ou il est tout petit. Ces homos qui sont passés là sont devenus des néandertaliens. Les sapiens, à mon avis, résultent d'une autre migration africaine. Les premiers sapiens, à mon sens, sont apparus en Afrique, ça a été dit ce matin, aux alentours de 200 000 ans. Le plus ancien connu décrit, Erto, est daté à l'heure actuelle à 165 000 ans. Ces sapiens ont cohabité avec les néandertaliens. Les derniers néandertaliens ont disparu entre 26 et 28 000 ans. Je vous ai parlé de la Libye. C'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. Forcément, puisque ça appartient à la même province qu'au sud. Vous voyez, ce sont des régions agréables, très belles. Ce sont des petites dunes, hein. En moyenne, c'est plus de 200 mètres. Donc, la meilleure voiture reste le dromadaire. Et contrairement à ce que vous voyez sur cette photo, vous voyez des gens sur les dromadaires, c'était uniquement pour la photo, parce que toutes celles et tous ceux qui ont fait du dromadaire dans cet amphithéâtre savent bien que la place la plus confortable, c'est de marcher à côté et de ne pas être dessus. Écoutez, je vais conclure là, dans le temps qui m'est imparti, pour dire, sur une histoire de 8 millions d'années, ça fait globalement 1 siècle et demi que l'on pense qu'on a une histoire. Vous vous rendez compte? Sur 8 millions d'années, pendant la quasi-totalité de notre histoire, on a pensé qu'on n'avait pas d'histoire. Alors, c'est d'ailleurs pas fini, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui croient qu'on n'a pas d'histoire. Le deuxième point, c'est que cette histoire, elle a été quand même essentiellement africaine.
Jean Romeau est apparu sûrement vers 2,5 millions d'années, au moment d'un accident climatique, plus sec, plus froid. Et c'est sûrement à ce moment-là que, devenant plus mobile et ayant besoin de plus de nourriture pour toutes les raisons qui nous ont été expliquées dans l'exposé précédent, parce qu'avoir un cerveau qui fonctionne bien, ça a un coût énergétique absolument énorme. Donc il faut trouver soit beaucoup de nourriture, soit de la nourriture de très bonne qualité, donc il faut devenir beaucoup plus mobile. Ensuite, tout ceci montre que, ça a été dit aussi ce matin, notre origine, elle est unique, elle est africaine, et donc il n'est pas autrement surprenant que ça soit confirmé par la génétique, et ce qu'on voit en génétique. Alors, pour la génétique, les dates qui sont proposées sont souvent en désaccord avec la paléontologie, mais ça a été aussi dit dans la journée. Les marqueurs du temps sont les fossiles. Et donc, à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile, il faudrait recalibrer l'échelle, et ce n'est pas toujours fait. Mais ça se fait au fur et à mesure. Merci.